Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une véritable légende du foot. Ronaldo Luis Nazario de Lima, R9. Ah oui, il phénoménal. Un surnom qui lui colle parfaitement à la peau. Exactement. Et on va voir pourquoi. Un joueur qui a marqué des générations, qui est devenu l'idole d'autres idoles. On parle de Messi, d'Ibrahimovic. C'est ça, on a pas mal de documents, surtout des retranscriptions vidéo, qui nous permettent de vraiment retracer son parcours. Notre objectif, c'est un peu de comprendre comment ce gamin de Rio, parti de pas grand-chose, est devenu cette icône mondiale, avec les hauts, les très hauts même, et puis les bas, surtout les blessures. Une trajectoire complètement folle en fait. Et ce talent phénoménal, on l'a vu très très tôt. Commençons par le commencement alors. Rio de Janeiro. Il naît à Itaguaí, grandit à Bento Ribeiro, milieu modeste, mais pas la misère non plus, c'est important de le noter. Oui, ses parents se séparent quand il a 11 ans, ça a un impact, il lâche un peu l'école. Bon, en même temps, sa passion c'est déjà le foot, dans la rue. Et très vite, le futsal, c'est souvent mentionné comme clé dans son développement technique, non? Ah oui, totalement. D'abord au Valkyr Tennis Club, puis au Social Ramos. Et là, attention, 166 buts en une saison. Pardon, 166 buts? Ouais, t'as bien entendu. C'est juste dingue. Le futsal, ça lui a donné cette technique en mouvement, cette vivacité dans les petits espaces. C'est fondamental pour comprendre le joueur qu'il est devenu. Incroyable. Et dire que son premier rêve, c'était Flamengo, le club de Zico, son idole. Oui, il fait un essai à 13 ans, concluant en plus. Mais il peut pas y aller. Pas assez d'argent pour payer le bus tous les jours. C'est fou quand on y pense, hein. Ça aurait pu tout changer. Heureusement, il y a Jairzinho qui passe par là. Exactement, la légende de 70. Il le repère et le fait venir à São Cristóvão, un club plus modeste, vers 1990. Les détails varient un peu sur comment ça s'est fait, échange, paiement des transports. Peu importe, l'essentiel, c'est qu'il lui passe 2 ans et demi. Il progresse, il marque déjà 3 buts pour son premier match, apparemment. C'est ça. Et là, forcément, ça tape dans l'œil de clubs plus huppés. Ses agents, Alexandre Martins et Reinaldo Pita, le transfèrent à Cruzeiro en 92. Il a 15 ans. Pour une bouchée de pain en plus. 750 $, c'est ça? Oui, une somme dérisoire vue d'aujourd'hui. São Cristóvão avait besoin d'argent. Et dire que Botafogo et São Paulo avaient dit non juste avant. L'ironie de l'histoire, il n'a jamais joué en pro là-bas, mais le stade de San Cristóvão porte son nom aujourd'hui. C'est un beau symbole. À Cruzeiro, il débute chez les pros à 16 ans, en mai 93. Et là, l'adaptation, il n'y en a pas en fait. Il explose direct. L'Inter Milan flairait déjà le coup, non? Il propose 500 000 €. Oui, mais Cruzeiro dit non. Ils sentent qu'il vaut bien plus. Et ils ont eu raison. Ah ça oui. Saison 93, point 12 buts en 14 matchs de championnat. Et ce fameux match contre Bahia. 5 buts. Il a 17 ans. C'est hallucinant. Au total, sur son passage à Cruzeiro, c'est 56 buts en 58 matchs, amicaux compris. Des stats de fou. Logique qu'il arrive en sélection très vite. D'abord les jeunes, meilleur buteur du championnat sud-américain U17, puis les A. Dès mars 94, première sélection, premier but contre l'Islande. Et pareil, le sélectionneur qui dit « ce gamin ira au mondial Et il y va à Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Il a 17 ans. Bon, il joue pas du tout. ». Non, pas une minute. Mais il est dans le groupe, il s'entraîne avec les stars, Romario, Bebeto, et il revient champion du monde. Une expérience incroyable pour son âge. C'est là qu'on commence à l'appeler Ronaldinho, à cause de Ronaldao, le défenseur. L'étape suivante, c'est l'Europe, le grand saut. Conseillé par Romario, il signe au PSV Eindhoven, été 94. Il a 18 ans, transfert autour de 6 millions de dollars. Et là encore, l'adaptation express. Premier match, but après 9 minutes. Deuxième match, doublé. Troisième match, en Coupe UEFA contre Leverkusen, triplé. 6 buts en 3 matchs. L'entraîneur adjoint de l'époque, Ernie Brunst, qu'il avait vu jeune au Brésil, disait « Il est d'une autre planète ». Il doutait même de son âge tellement il était fort et rapide. Sa première saison là-bas est monstrueuse. Il finit meilleur buteur avec 30 buts, loin devant le deuxième. Le PSV est pas champion, mais lui, il a marqué les esprits. C'est la confirmation au niveau européen. Mais c'est aussi là que les soucis commencent. Deuxième saison, 95-96. Les genoux. Ouais, tendinite aux deux genoux, première opération, longue absence. Il gagne quand même la Coupe des Pays-Bas cette saison-là. C'est le début d'une longue histoire avec les blessures. Malheureusement, oui. Ses stats au PSV restent incroyables, 54 matchs en 57 matchs. Mais ses alertes sont sérieuses. Il y a même une théorie,
controversée d'une source qui parle de possible prise de stéroïdes pour la masse musculaire, ce qui aurait fragilisé les tendons. Mais bon, ça reste une théorie à prendre avec des pincettes. Après le PSV, il y a les JO de 96, médaille de bronze avec le Brésil, 5 buts, sa cote monte encore. Et là, c'est le Grand Barça qui l'appelle. Sir Bobby Robson le veut absolument. Il dit qu'il est rare et différent. Il le compare même à George Best pour le dribble. Le PSG était intéressé aussi, mais financièrement, c'était pas possible pour eux. Et le transfert en lui-même, c'est une histoire incroyable. Gaspard, le vice-président du Barça, Ah oui? qui se déguise en serveur pour entrer dans sa chambre d'hôtel pendant un rassemblement du Brésil pour lui faire signer le contrat sur son lit. C'est rocambolesque. On imagine la scène. Nouveau record de transfert, environ 2 millions de dollars, été 96. Et là, la saison 96-97. Pfiou, c'est l'explosion totale. Il passe de crack à monstre sacré. Meilleur joueur du monde. 47 buts en 49 matchs, c'est juste. Phénoménal, le mot est déjà là. Sa vitesse, ses dribbles dévastateurs, la finition. On disait que c'était un adulte jouant contre des enfants. Et le but contre Compostelle? Ah, ce but, une course folle depuis le milieu de terrain. Il résiste au tacle, au tirage de maillot. Il dribble toute la défense, le gardien, et il marque. La définition même du phénomène. Ce but, c'est la preuve ultime. Il est élu joueur mondial FIFA fin 96, le plus jeune de l'histoire. Il a 20 ans. Il est deuxième au Ballon d'Or 97 à 1 point de sa mère. Il gagne la Coupe des Coupes, la Coupe du Roi. Il est Pichichi de la Liga avec 34 buts. Son image explose. Nike en fait son égérie mondiale. La boucle d'oreille, les dents du bonheur. C'est une star planétaire. On pense qu'il va rester des années à Barcelone. Et pourtant. Une seule saison. Départ pour l'Inter Milan. Pourquoi ? Là encore, c'est flou. Deux versions qui s'opposent. C'est ça. Exactement. Version Barça, accord trouvé pour prolonger, mais les agents font capoter l'affaire après un coup de fil de Moratti de l'Inter. Il renégocie à la hausse. Version Ronaldo, accord signé, mais le Barça revient dessus 5 jours après. Il se sent trahi, pas valorisé. Compliqué de savoir le fin mot de l'histoire. En tout cas, l'Inter met le paquet. Nouveau record de transfert, environ 32 millions de dollars. Il débarque en Serie A, qui était le championnat référence à l'époque. Juillet 97, numéro 10 au début. Et sa première saison à l'Inter est encore excellente. 97-98. Oui, très bonne, 34 buts en 47 matchs. Il confirme son statut. Il remporte d'ailleurs son 2e titre FIFA et son premier Ballon d'Or, en 97. Et le sommet de cette saison, c'est la finale de la Coupe UEFA 98, à Paris, contre la Lazio. Ah, quelle performance à Romalo. Il est partout. Dribble, passement de jambes, un poteau. Et ce but magnifique où il couche le gardien Marchadiani après une série de feintes. Victoire 3-0 de l'Inter. Il est élu meilleur joueur de Serie A. C'est là que le surnom Il Fenomeno devient vraiment universel, non ? Absolument. La presse italienne, les tifosi, tout le monde l'adopte. Et ça correspond tellement à son jeu. Il n'est pas juste un buteur. Il décroche, il crée, il dribble avec une vitesse et une agilité folles. Maldini, une référence défensive, a dit que c'était le joueur le plus fort qu'il ait jamais affronté. Il le comparait à Maradona. Il arrive donc au Mondial 98 en France en étant le meilleur joueur du monde, le leader attendu du Brésil, surtout que Romario est forfait. Il fait un bon tournoi. Il marque contre le Maroc, doublé contre le Chili, où il se fait une entorse d'ailleurs, passe décisive contre le Danemark, but en demi contre les Pays-Bas. Il porte l'équipe. Jusqu'à la veille de la finale contre la France, le fameux malaise. Oui, le drame. Convulsion dans sa chambre, panique générale. Edmundo raconte la scène. Au début, il n'est pas censé jouer. Comportement étrange avant le match. Examen à l'hôpital qui ne révèle rien d'anormal. Et finalement, il insiste pour jouer. Zagallo le met titulaire. Mais en finale, il est fantomatique. Le Brésil aussi. Lourde défaite, 3-0, doublé de Zidane. Énorme déception. Et le mystère reste entier sur les causes de ce malaise. Empoisonnement, pression de Nike, toutes les théories ont circulé. Il a toujours nié ces théories du complot. Mais l'impact psychologique et physique de cet épisode juste avant le match le plus important, c'est indéniable. Ça reste une énigme. Le retour à l'Inter est compliqué. Saison 98-99, il récupère le numéro 9, Zamorano prend le 1+8, anecdote sympa. Mais les problèmes de genoux reviennent, tendinite. Il joue moins, seulement 28 matchs, l'Inter finit 8e, décevant. Vieri arrive pour former un duo d'attaque qui fait rêver, mais en fait ils sont rarement alignés ensemble. Et puis on commence à parler de ses habitudes hors terrain, fêtes, etc.
Et là arrive le premier coup dur majeur, novembre 99. Contre Lecce, rupture partielle du tendon rotulien, genou droit, opération, 6 mois d'arrêt. On pense que le pire est passé, il revient en avril 2000, finale allée de Coupe d'Italie contre la Lazio. Son retour est hyper attendu, il entre en jeu et quelques minutes après, sur un dribble, il s'effondre en hurlant. Le genou a complètement lâché. Rupture totale du même tendon rotulien. Les images sont terribles. C'est une blessure d'une gravité exceptionnelle, rarissime dans le foot. Le genou a littéralement explosé, comme l'a dit son physio. Beaucoup pensent que c'est la fin de sa carrière. S'ensuit une rééducation interminable, 15 mois. 15 mois de travail acharné, de doutes, de douleurs. Il a raconté avoir eu peur de ne plus pouvoir marcher normalement. Mais il s'accroche à un objectif, revenir pour la Coupe du Monde 2002. Pelé, Zidane le soutiennent. C'est une preuve de force mentale incroyable. Il revient finalement sur les terrains en septembre 2001. Mais la saison 2001-2002 est encore compliquée. Pépin musculaire, il joue peu, 16 matchs, 7 buts. Et la saison se termine cruellement. Dernière journée, l'Inter peut être champion en gagnant contre la Lazio, et ils perdent. Ronaldo sort en larmes. C'est son dernier match avec l'Inter. Quel bilan à l'Inter? 99 matchs, 59 buts, une coupe UEFA. Mais surtout ces 2 blessures cauchemardesques. Oui, un passage marqué par les sommets et les abysses. Mais malgré une saison quasi blanche, Scolari, le sélectionneur du Brésil, le prend pour le Mondial 2002. Un pari énorme. Et ce Mondial 2002 en Corée et au Japon, c'est l'histoire de la rédemption. Il est incroyable dès le début. C'est ça. Il marque à tous les matchs de poule. Turquie, Chine, doublé contre le Costa Rica. Sa célébration, le doigt levé, devient iconique. But décisif contre la Belgique en 8e. Le seul match où il ne marque pas, c'est le quart contre l'Angleterre. Et il y a cette coupe de cheveux improbable, Hein? la Cascao, juste avant la demi-finale. Ah oui, pour détourner l'attention des médias de sa condition physique, disait-il. Ça devient un symbole de son retour. Et en demi, il marque le but de la victoire contre la Turquie. D'un pointu. Le biquinho. La finale contre l'Allemagne et Olivier Kahn, le mur, élu meilleur joueur du tournoi, 4 ans après le traumatisme de 98. L'émotion doit être immense. Et il répond présent. Il marque les 2 buts de la finale. 2-0 pour le Brésil. 5e étoile. Lui, meilleur buteur du tournoi avec 8 buts. C'est juste l'un des plus grands retours de l'histoire du sport. Absolument. L'écrivain Verissimo avait trouvé la formule parfaite. Le héros qui revient des enfers pour réécrire son histoire. C'est exactement ça. La résilience incarnée. Après ce triomphe, nouveau départ, il quitte l'Inter, il y avait des tensions avec l'entraîneur Kuper, il voulait retourner au Barça apparemment. Oui, mais c'était pas faisable financièrement pour eux. Du coup, c'est le Real Madrid qui rafle la mise. Été 2002, environ 45 millions d'euros. Le projet galactique de Florentino Pérez. Il rejoint Figo, Zidane, plus tard Beckham, Roberto Carlos, une équipe de rêve sur le papier. Logiquement, fin 2002, il rafle tout. 3e titre FIFA, 2e Ballon d'Or. Son passage au Real est bon statistiquement. 190 buts en 177 matchs. Meilleur buteur de Liga en 2004, 2 titres de champion. Mais il y a un mais, la Ligue des Champions. C'est le grand trophée qui manque à son palmarès et à celui des Galactiques. Oui, c'est l'échec collectif de cette période. Malgré des exploits individuels mémorables, comme son triplé à Old Trafford contre Manchester United en 2003. Il sort sous l'ovation du public mancunien, c'est dire. Mais le Real se fait sortir tôt en C1 chaque année. Son jeu évolue aussi pendant cette période, non? Oui, forcément. Moins d'explosivité, moins de courses folles depuis le milieu de terrain. Il devient plus un finisseur pur, un renard des surfaces. Il faut dire qu'il avait des passeurs exceptionnels autour de lui. Et c'est aussi la période où les critiques sur son poids et son hygiène de vie deviennent plus insistantes. Oui, la vie nocturne madrilène. Il y a cette anecdote célèbre où Pérez engage des gardes du corps pour le suivre et Ronaldo finit par les inviter à faire la fête avec lui. Le poids devient un vrai sujet. On parle de 100 kilos à certains moments. Même si Zé Roberto disait qu'il bossait comme un animal à l'entraînement, malgré tout. La Coupe du Monde 2006 marque un peu la fin de cette ère. Déception pour le Brésil, éliminé par la France en quart, mais Ronaldo y bat le record de buts en Coupe du Monde. Oui, 15 buts au total. Record battu depuis par Klose, mais ça reste une marque immense. Après ça, l'arrivée de Capello au Real en 2006 complique les choses pour lui. Conflit ouvert avec Capello. Il est en surpoids,
L'entraîneur ne compte pas sur lui, départ en janvier 2007. Il négocie lui-même son départ, payant même une partie du transfert pour rejoindre l'AC Milan. Il remercie tout le monde au Real, sauf Capello, dit-il. À Milan, il fait des débuts plutôt bons, 7 buts en 14 matchs, mais il ne peut pas jouer la Ligue des Champions cette année-là, que Milan va gagner, car il l'avait joué avec le Real. Et le cauchemar recommence. Février 2008, contre Livourne. Encore une grave blessure au genou, le gauche cette fois. Rupture des ligaments. La poisse, c'en est trop. Son contrat n'est pas renouvelé, fin de l'aventure européenne. Il rentre au Brésil. Il se soigne, s'entraîne avec Flamengo, son club de cœur. Tout le monde pense qu'il va y signer. Mais non, hein. Surprise générale, il signe chez le grand rival, les Corinthians, en décembre 2008. Ça avait fait couler beaucoup d'encre. Oui, un choix audacieux. Le président des Corinthians, Andrés Sanchez, l'a approché directement. C'est la dernière étape de sa carrière. Et même s'il est loin de son meilleur niveau physique, il montre encore des éclairs de génie, non? Absolument. Il marque des buts importants, des buts magnifiques même. L'égalisation dans le derby contre Palmeiras, un lob incroyable contre Santos en finale du championnat Paulista 2009. Il aide le club à gagner ce championnat et la Coupe du Brésil en 2009. Il redevient une idole. Mais le corps n'en peut plus. Février 2011, il a 34 ans. Après une élimination choc en tour préliminaire de Copa Libertadores contre Tolima, il annonce sa retraite. Il parle des douleurs constantes et il révèle aussi souffrir d'hypothyroïdie, ce qui explique en partie ses problèmes de poids récurrents. Sa phrase est terrible et juste. La tête veut, mais le corps ne peut plus. Fin de carrière, un dernier match d'adieu avec la Seleção en juin 2011. Son bilan aux Corinthians, 69 matchs, 35 buts. Au final, c'est 414 buts en 616 matchs officiels. Un palmarès énorme. 2 Coupes du Monde, 2 Ballons d'Or, 3 titres FIFA. Il manque juste cette Ligue des Champions. Mais l'héritage va bien au-delà des stats et des trophées. C'est l'impact qu'il a eu, l'admiration qu'il suscite toujours. Élu meilleur avant-centre de tous les temps par France Football en 2020. L'idole de Messi, Ibra. C'est ça. Et cette question qui reviendra toujours, et s'il n'avait pas eu toutes ces blessures, où serait-il allé ? Au niveau de Pelé, de Maradona, on ne saura jamais. Mais peut-être que c'est justement cette fragilité, cette résilience face aux coups durs, qui rend son histoire encore plus unique, plus humaine. Le talent pur confronté à l'adversité. Vitesse, technique, finition, force mentale. Un cocktail unique. Îles phénoménaux. Exactement. Il a changé la perception de ce que pouvait être un attaquant. Il a marqué le jeu à jamais. Ce qui nous laisse avec une dernière question peut-être. Si on devait isoler un seul moment, une seule image, une seule qualité pour définir l'essence de Ronaldo et son impact durable, ce serait quoi? Matière à réflexion.